Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal. Ce soir, la rédaction accueille Nassim Soumaïla et Ali Saïd Mohamed de l'UTAS, l'unité territoriale d'action sociale du Conseil départemental. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir tout le monde. Alors depuis jeudi dernier, votre service a débrayé suite justement à des revendications qui aujourd'hui ne sont toujours pas satisfaites. Vous avez pu rencontrer les élus du Conseil départemental hier. D'autres rencontres ont été prévues aujourd'hui. Qu'en est-il ressorti? Vous nous en direz davantage tout à l'heure. Vous restez avec nous. Avec nous également ce soir sur le plateau, Anita Anafi du collectif des Assoiffés du Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous revenez ce soir pour nous parler de la crise de l'eau avec notamment cette mobilisation, cette action prévue ce samedi, en plus de celles qui ont été menées récemment. Vous nous en parlerez plus amplement. Vous restez avec nous Anita. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 20 avril. Les enseignants en grève depuis ce matin se sont mobilisés aujourd'hui devant le vice-rectorat. Violence dans les établissements scolaires, attractivité du territoire, construction de nouveaux établissements, manque de personnel. Les syndicalistes ont rencontré ce matin le cabinet de la vice-rectrice afin de discuter de ces points phares de leurs revendications. Mais l'insatisfaction est une nouvelle fois au rendez-vous. Explication. Ce matin, le comité départemental du tourisme a convié l'ensemble des élus du département pour un séminaire sur ce secteur. Objectif, sensibiliser les élus sur les problématiques touristiques, présenter les missions et actions du CDTM, mais aussi amorcer une concertation sur le développement de ce secteur à Mayotte. Plus d'informations au cours de cette édition. Ça y est, l'enseigne Tati Mayotte a ouvert ses portes ce matin à des clients venus en masse. Magasin bondé de monde et files d'attente qui se multipliaient à l'extérieur du magasin, l'engouement de la population était au rendez-vous. Et nombreux se sont laissés prendre par la folie Tati. Reportage. Et comme annoncé, la mobilisation du personnel enseignant du premier et du second degré a bien eu lieu aujourd'hui, ce jeudi, à l'appel de l'intersyndicale composée de CGT Éducation, FO et Sud Éducation. Plus d'une centaine d'enseignants se sont mobilisés ce matin, se sont rassemblés devant le vice-rectorat, confrontés à de nombreuses difficultés et au manque criant de moyens. Ils réclament aujourd'hui, je cite, un choc d'investissement public, à noter notamment des constructions d'établissements, une augmentation d'effectifs et une meilleure considération pour les contractuels. Sony Chamsidine. En colère, ce mercredi, plus d'une centaine d'enseignants du premier et second degré étaient mobilisés devant le vice-rectorat. Insécurité, établissements dégradés, manque de classes, manque d'effectifs et de moyens matériels. Les maux sont nombreux dans le système éducatif du département. Un véritable choc d'investissement public est donc réclamé dans un secteur au bord du gouffre. Équité dans la rémunération des contractuels, c'est-à-dire ramener tout le monde à l'indice 403 et qu'ils soient aussi capables d'amener nos revendications au ministère, parce que les constructions scolaires, ce n'est pas le vice-rectorat, mais c'est à eux de demander au ministère d'augmenter les fonds. Parce que là, c'est important. Vous voyez, des classes à 35 en classe de seconde, c'est pas normal. Des revendications, une fois de plus, mises sur la table du vice-rectorat. Après 1h30 d'entretien avec le cabinet du vice-recteur, les représentants syndicaux ressortent plus que déçus. Manifestement, il n'y a rien sur la table. Pour les contractuels, pour faire dire clairement, il va y avoir le groupe de travail demain, ils n'ont rien à dire, ils vont proposer manifestement, et ça c'est je pense la mobilisation qui l'a permis, un maintien quand même d'indice pour les collègues qui étaient classés à 410, mais pour les nouveaux recrutés, si j'ai bien compris, on s'orienterait vers du 367, quel que soit le diplôme. Donc c'est pas bon du tout. Pour tout le reste, des revendications structurelles, bien entendu, il faut demander à Paris, mais il n'y a pas de réponse sur place, puisque finalement, ça va, paraît-il, mieux qu'avant. Et pour les classements ? C'est pas ce qu'on constate. On va œuvrer pour une mobilisation plus forte à la rentrée, pour imposer nos revendications. Il y aura un nouveau gouvernement à la rentrée. Espérons que ce soit le bon. Merci. Merci.
Le spectre de la grève illimitée refait donc surface pour le personnel enseignant, bien déterminé et décidé, coûte que coûte, à ne rien lâcher. Et je me tourne maintenant vers mes invités de l'UTAS et de RSA du côté de Chirongui. Donc vous êtes aujourd'hui ce soir là pour nous parler de ce mouvement qui a été initié depuis la semaine dernière, jeudi dernier. Entre-temps, vous avez eu l'occasion de rencontrer les élus du département et d'autres rencontres ont eu lieu ce jeudi. Pouvez-vous nous en dire davantage? Oui, tout à fait. Au fait, déjà notre mouvement, il a commencé depuis mercredi dernier. Donc aujourd'hui, on est jeudi, ça fait plus d'une semaine qu'on est en droit de retrait par rapport aux conditions que nous rencontrons dans nos deux bureaux, à savoir le RSA Chirongui et l'UTAS Sud. Donc on n'a pas été reçu pendant une semaine. On a décidé hier de faire irruption dans le bureau du vice-président chargé du social, qui a fini par nous recevoir. Un rendez-vous était donné ce matin d'aller visiter d'autres locaux dans la commune de Chirongui et de pouvoir décider si on est d'accord pour déménager dans ces locaux et donc de pouvoir démarrer les travaux ou les procédures. Et il nous avait promis qu'il allait être là ce matin. 2 locaux vous ont été proposés par exemple? Oui, tout à fait. Il nous avait proposé, il avait dit qu'une de ses collègues de Chirongui lui avait dit qu'il y a des locaux qu'on pourrait visiter, que peut-être ça pourrait répondre à nos deux bureaux, l'UTAS et le RSA, de les regrouper dans un seul local. Donc on n'a pas refusé, on est parti visiter ces locaux ce matin, sauf qu'ils n'étaient pas du tout adaptés. Et que on a aussi constaté que la parole qu'il nous avait donnée hier, à savoir être présent ce matin avec les directeurs concernés, le vice-président était absent. Et quand on est parti de là-bas, aucune réponse pouvait nous donner les personnes qui étaient dépêchées sur le terrain et que lui ne pouvait pas nous recevoir. Donc on est revenu au conseil général, on est resté jusqu'à 18h, personne ne nous a reçus. Alors Ali Saïd Mohamed, vous vous sentez abandonné par le département par rapport à tout ce qui vous arrive aujourd'hui, par rapport à ce que vous vivez dans votre lieu de travail? Effectivement, nous sentons vraiment délaissés, parce que je dirais abandonner c'est autre chose, c'est délaissé. Quand on voit ce que nous demande le département, et la mission régalienne du département c'est le social, et ce que nous donne actuellement, c'est pas la peine d'en parler parce que ça va commencer à dire que nous disons la même chose. Mais on nous ignore, et quand on dit qu'on nous ignore, ils ne comprennent pas le mal qu'ils nous donnent pour faire fonctionner le travail qu'eux-mêmes ils nous donnent. Voilà. Et justement, on a vu les PMI avaient également lancé leur mouvement, les PMI qui avaient décidé de ne plus travailler, de se mettre en retrait également. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'aujourd'hui le social pour vous est mis à mal à Mayotte? Oui, tout à fait, on peut dire cela parce que déjà, c'est qu'avec nos supérieurs hiérarchiques, avec les élus concernés, on doit déjà avoir une discussion pour pouvoir dire où est-ce qu'on y va et qu'est-ce qu'on peut faire peut-être. Mais c'est que on ne veut pas nous recevoir, ou on ne nous reçoit pas. Par exemple, le vice-président, quand il nous dit que le dossier, il ne peut pas décider tout seul, c'est plus lui qui peut décider, il faut que ça aille à des instances beaucoup plus haut, soit le président ou tout ça. On ne sait pas à qui tourner pour demander le déménagement, par exemple. Ça fait plus de 5 ans qu'on demande ce déménagement. On est dans des locaux qu'on ne peut pas accueillir des gens, des locaux insalubres, des locaux où il n'y a même pas un extincteur. Donc si vous voyez ce que... Et justement, vous êtes en contact direct avec la population. Comment ça se passe? Quels échanges vous avez? Quel discours vous tenez vis-à-vis de ceux qui viennent vous voir par rapport à ce que vous faites, notamment par rapport à ce mouvement? Il faut savoir déjà que on nous avait proposé un local à Bandélé qui était à titre gratis, auquel on a commencé à faire un travail. Et juste à la veille de la délibération du département, ils l'ont retiré et sans motif valable. Et quand notre directeur nous informe que le déménagement ne sera pas fait, il n'y avait aucun motif, mais personne ne nous a dit pourquoi. Et par les radios cocotiers, on apprend que, bon voilà, il y a Madame Inicia derrière qui veut à tout prix que le TAS reste à Chirongui. Mais elle n'a qu'à chercher un logement qui peut nous passer 44 agents. Vous imaginez 44 agents et les usagers, les handicapés, les dames malades, les vieux,
ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, il n'y a même pas le moyen de se garer. Nous-mêmes, nous ne savons pas où aller nous mettre. Donc je trouve qu'ils ne veulent pas dire non à Madame Insia, parce que la nouvelle, elle est venue à cette majorité et elle veut sa part du gâteau. Alors justement, aujourd'hui, quelles sont les actions que vous prévoyez de mettre en place pour vous faire entendre? Parce que j'imagine que vous avez prévu de faire d'autres choses. Oui, tout à fait, parce que on ne peut pas rester comme ça. On les a déjà proposé qu'il nous faut une solution pérenne. Une solution pérenne, c'est-à-dire, nous, ça peut passer que par le déménagement dans un lieu qui peut contenir tous ces agents, parce qu'on est sur la même direction, qui est la direction de l'autonomie et de l'insertion, maintenant depuis la nouvelle organigramme qui a été mise en place. Donc on leur a demandé de nous déménager vers des lieux qui peuvent contenir tous ces agents, accueillir la population dans les meilleures conditions. Parce que à l'heure actuelle, on n'accueille pas la population. On ne reçoit pas la population. Donc, toutes les personnes qui viennent pour aller au RSA... Vos missions même ne sont pas assurées, en fait. Nos missions même ne sont pas assurées. On est en droit de retraite, nos missions ne sont pas assurées. Donc, tous les gens qui viennent nous voir, ils trouvent les portes closes. Ils ne peuvent rien faire. Il n'y a rien qui avance. Et on trouve dommage qu'on ne reçoit pas pour discuter, pour trouver une solution. Alors, vous n'avez pas eu de retour depuis, ni de l'administration, ni des politiques, aucun? Aujourd'hui, on a passé notre temps à la direction, au CG, jusqu'à 18h. Et sincèrement, c'est mouche bouche cousue. On dirait qu'on a la peste et que tout le monde s'enfuit. Vous voyez? Et moi, je trouve qu'on se demande ce que nous faisons au département actuellement, que nous sommes des agents formés. Moi, je parle de mes collègues des AS qui ont fait des formations de 3-4 ans à l'IRTAS, je ne sais pas où ailleurs. Et aujourd'hui, on demande de travailler. On ne donne pas les moyens. Vous imaginez qu'en 2017, on travaille dans des bureaux auxquels il n'y a pas d'Internet. C'est une honte. Dans un bureau auquel on a un bureau pour 6, un ordi pour 6. Quand même, je le dis sincèrement, il faut trouver une solution le plus rapide possible. Je voulais juste rappeler que c'est la première fois qu'on fait une grève où on ne demande pas l'augmentation de salaire. On demande les meilleures conditions de travail pour nous, les agents, et pour accueillir la population dans des conditions humaines. C'est tout ce qu'on demande. Alors, si vous avez un message à passer ce soir avant de clôturer cette interview? Moi, je dirais juste par rapport à nos élus que c'est eux qui ont la solution et c'est eux qui peuvent nous sortir de là. De venir nous rencontrer, qu'on discute, qu'on soit terre à terre, qu'on se dise pourquoi et qu'on discute pour trouver une solution pérenne et qu'on ne fait pas du palliatif parce qu'on est en train de faire du palliatif. Merci beaucoup, messieurs. Je rappelle que vous êtes de l'UTAS et du RSA, du site du RSA à Chirongui. Donc, Nassim Soumaïla et Ali Saïd Mohamed. Merci beaucoup, voilà. messieurs. Merci. On vous remercie. Et autre sujet à présent ce matin, le comité départemental du tourisme a convié l'ensemble des élus du département à prendre part à un séminaire sur le tourisme. Objectif, présenter et sensibiliser d'une part les élus de Mayotte sur les problématiques touristiques, d'autre part présenter les missions et actions du CDTM et enfin amorcer une concertation sur le développement de ce secteur à Mayotte. Autant dire que l'ensemble des partenaires ont eu l'occasion de discuter sur le futur du tourisme à Mayotte ce matin. Les précisions avec Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La foule des grands jours n'était pas au rendez-vous ce matin dans l'hémicycle Younoussa Bamana. Pourtant, ce séminaire visait à sensibiliser et à impliquer les élus face au chantier du tourisme à Mayotte. L'occasion pour la présidente du CDTM de faire un tour d'horizon des forces et des faiblesses dans ce secteur. Ce séminaire d'aujourd'hui nous a permis d'éclaircir sur certaines choses, parce que nous savons tous que nous avons des atouts, mais aussi des faiblesses. Donc, en matière d'atouts, nous en avons considérablement. Nous avons les lagons, nous avons l'artisanat qui est le premier métier des Mahorais. Nous avons la culture, nous avons aussi notre jeunesse parce que quand même nous avons une forte démographie en jeunesse. Et aussi, il y a les points faibles aussi. Vous avez remarqué tout à l'heure le discours du président et aussi le mien. Nous avons mis l'accent sur la capacité de l'hébergement qui est loin du compte. En effet, seuls 1000 lits sont disponibles à Mayotte. Avec 50 000 touristes accueillis chaque année, le secteur est donc encore loin de tourner à plein régime. Il faut dire que les freins sont nombreux et que les efforts consentis pour développer cette activité ne le sont pas encore par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, on est en manque d'infrastructures. On peut parler de
la sécurité, de la propreté, enfin il y a beaucoup de choses, je veux dire, de l'alimentation, c'est tout un ensemble. Le tourisme et le développement touristique de l'île est l'affaire de nous tous, aussi bien des élus que des socioprofessionnels que des habitants. Je veux dire, on est tous concernés, ça commence par la propreté de notre île, par le problème foncier puisqu'on n'arrive pas à trouver du foncier pour la construction des infrastructures, hôtels ou autres. Voilà, bon, il y a tout un ensemble, la formation de nos jeunes pour les hôtels, pour les restaurants. Beaucoup reste à faire, mais encore faut-il que la volonté politique soit au rendez-vous. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce séminaire qui visait avant tout à amorcer une concertation sur le développement du secteur avec l'ensemble des élus du département. Le comité fait des missions autres que celles qu'elle devrait faire. Parce qu'aujourd'hui, l'accueil des touristes, ce n'est pas le comité qui doit le faire, mais plutôt c'est les intercos qui devraient tenir le fait de tourisme à l'enseigne des intercos. Donc c'est pour cela que là, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai dit ce séminaire déjà pour montrer les atouts et les faiblesses, mais aussi pour que chacun de nous, à son niveau et chacun dans son domaine de ses compétences, qu'on sache qui fait quoi sur le domaine touristique. Chacun possède son rôle à jouer pour développer ce secteur à Mayotte. Selon le Petit Futé, les Canadiens classent d'ailleurs le département dans la liste des 5 plus beaux endroits au monde, aux côtés de la baie de Cook en Polynésie, du lagon bleu de Comino, de celui de Bora Bora et de celui de Canoë. Toujours en matière de développement durable, on va faire le lien maintenant avec ce que notre invité est venu nous dire. Il s'agit de Anita Anafi, on a dit tout à l'heure du collectif des Assoiffés du Sud. On l'a vu, on parle beaucoup d'infrastructures et vous, c'est ce que vous pointez du doigt, notamment par rapport à cette pénurie d'eau. Oui, en effet, aujourd'hui au Sud, nous sommes privés d'eau. Les autorités, le SIAM ainsi que l'État nous dit qu'il y a un manque d'eau. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est réellement un manque d'eau ou c'est juste une mauvaise volonté de leur part? C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'ils nous privent de l'eau au Sud, est-ce qu'ils pensent aux malades? Est-ce qu'ils savent-ils qu'aujourd'hui, l'eau, c'est ce qu'il y a le plus important de nos jours? Pensent-ils comment ils font les malades pour survivre? Tous les jours acheter de l'eau ou mettre de l'eau dans des cuvettes pour pouvoir les réutiliser le soir. Et ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, nous voyons que l'autorité ne fait pas grand-chose. Parce que comme on peut voir à Coconi, à Chiconi, à Coconi, vers le Sodikash, ils sont en train d'aménager pour faire un assainissement. On va dire une usine de caca, si on peut le dire. Ils vont faire cette usine-là. Est-ce qu'à la place de cette usine, pourquoi ne pas faire un captage d'eau, c'est-à-dire un système d'eau qui permet en fait de recueillir de l'eau et de les amener dans un endroit pour qu'ils soient plus potables en fait. Alors aujourd'hui les tours d'eau ont cessé, mais vous êtes toujours inquiet par rapport à la suite qui va avoir lieu par rapport à ça, parce qu'on craint encore que les tours d'eau soient remises en activité. C'est ça, parce que on entend beaucoup on vous laisse 3 semaines et après les 3 semaines sont bientôt atteintes, comme on peut le voir. Du coup, aussi. Oui, il y a aussi le ramadan. Et si pendant le ramadan, ils nous coupent l'eau, comment nous, on va faire? Acheter des bouteilles d'eau. Maintenant, en magasin, il n'y a pas de bouteilles d'eau. Comment on va faire? Est-ce qu'ils pensent aux bébés, à tous ces mondes-là? Alors aujourd'hui, on sait que la retenue collinaire de Combani est à 103%, plus de 103%, et celle de Dzoumoni à 50%. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, ces chiffres? Aujourd'hui, on se demande pourquoi ça a été le Sud qui a été le plus visé et non le Nord. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est plus élevés par rapport au Nord. Du coup, on se demande, est-ce qu'ils vont couper aussi, ils vont aussi priver le Nord de l'eau aussi, ou ils vont les laisser couler tout le temps, comme ils l'ont fait depuis toujours. Alors qu'il fallait le faire pour toute l'île. Au moins, on aurait conservé la plupart d'eau. Depuis plusieurs semaines, vous êtes sur le terrain. On a vu notamment cette action du côté de Combani pour constater l'état des ressources en eau. Pouvez nous parler de cette action? Vous avez voulu montrer que finalement, on ne manque pas d'eau à Mayotte, qu'il y a de l'eau et que forcément, c'est les infrastructures qui manquent. Oui, comme on peut dire, à Chiconi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent aller constater qu'il y a 3 rivières. Les 3 rivières, ils coulent tout le temps et souvent, ils débordent.
Il déborde sur les routes et ça empêche la circulation. Pourquoi ne pas prendre cette eau-là, en fait, récupérer cette eau-là et le rendre plus potable pour la population? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait payer des factures. Et ces factures-là, pourquoi les payer alors qu'on n'a pas utilisé de l'eau potable pendant 5 mois environ? Et là, ça va continuer, on suppose, surtout pour le sud et non pour le nord. Alors que le nord, il est plus bas que le sud. Donc du coup, vous continuez votre mobilisation avec une action ce samedi au niveau du carrefour de Chirongui. Oui, en effet. Aujourd'hui, nous appelons à toute la population de Mayotte, que ce soit en Petite Terre, au nord, au sud, au centre. Nous appelons toute la population à se mobiliser à Chikoni le 22 avril à 6 h du matin pour parler et expliquer pourquoi aujourd'hui on a été coupé d'eau. Est-ce une mauvaise volonté de la part de l'État ou juste un manque de respect? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un manque de respect. Pourquoi un manque de respect? Parce qu'aujourd'hui, déjà, on ne nous donne pas de l'eau. Ensuite, on nous fait payer des factures. Pourquoi payer ces factures-là? La SIAM a-t-il réfléchi avant d'agir? Parce qu'aujourd'hui, on nous prive de l'eau, mais le Nord, demain, ce sera leur tour. Que vont-ils faire? Sachant qu'à Mayotte, aujourd'hui, il n'y a plus de bouteilles d'eau. Alors, en tout cas, le rendez-vous est pris pour la population donc, qui est attendue en grand nombre, j'imagine, au carrefour de Chirongui ce samedi. Oui, à Chikoni. Oui, en effet. Et comme solution qu'on peut proposer, c'est mettre un captage d'eau pour pouvoir récupérer l'eau qui déborde. Merci beaucoup Anita Nafi. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des assoiffés du Sud. Et politique à présent avec notre tour d'horizon des candidats les moins médiatisés. Et ce soir, c'est à Nathalie Arthaud que nous nous sommes intéressés. À 46 ans, la candidate du parti Lutte ouvrière s'est illustrée lors de cette présidentielle, notamment par son programme communiste. Cette professeure des sciences économiques souhaite une lutte acharnée mondiale contre le capitalisme. Selon elle, la population ne pourra retrouver sa souveraineté et sa dignité que grâce à l'avènement du communisme à l'échelle nationale et planétaire. Les précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Arlette Laguiller, figure de la gauche radicale et du communisme, a passé le relais à Nathalie Arthaud depuis 2008. Après 2012, c'est donc la seconde fois que cette professeure de 46 ans est candidate à l'élection présidentielle. Favorable à une démocratie plus directe, elle part du principe qu'aujourd'hui en France, les 20 personnes les plus riches possèdent autant de richesses que 40% de la population grâce à l'exploitation des travailleurs. Sur le plan économique, elle envisage ainsi d'interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, sous peine de réquisitionner les usines. La candidate de Lutte ouvrière envisage également, je cite, de ponctionner les grandes fortunes en se saisissant de leurs comptes en banque, de leur patrimoine immobilier, de leurs châteaux, de leurs hôtels particuliers, de leurs forêts domaniales. Selon elle, privés de quelques dizaines de milliards, Bernard Arnault ou Liliane Bettencourt ne les réduiraient pas à la famine. Par contre, ces milliards pourraient servir à financer la répartition du travail entre tous, sans diminution des salaires. Elle souhaite par ailleurs une augmentation du salaire minimum de 1 800 €, accompagnée d'une baisse des dotations de l'État aux entreprises, pour créer de l'emploi public dans les hôpitaux, l'éducation, les transports et le bâtiment. En matière de logement, Nathalie Arthaud souhaite la création de 500 000 logements neufs par an, interdire les expulsions locatives ou encore encadrer les loyers dans le parc privé. Sur la question de l'immigration, elle est favorable à une régularisation de tous les sans-papiers et à l'accueil des migrants. Elle réclame une médecine gratuite pour tous, quelle que soit son origine. En matière d'écologie, la candidate communiste fustige là encore le capitalisme, source de tous les maux. En ce qui concerne le nucléaire par exemple, elle n'est pas contre, mais affirme, je cite, que comme tous les autres capitalistes, les industriels du nucléaire mènent des politiques de réduction des coûts et ils sont prêts à économiser sur la sécurité pour augmenter leurs profits. En matière de politique extérieure, la candidate communiste souhaite une révolution mondiale permettant de renverser l'organisation de l'économie capitaliste à l'échelle de la planète. Même son de cloche au sujet de l'Europe, puisque selon elle, seuls les travailleurs, en se débarrassant du capitalisme, peuvent mettre en place une Europe véritablement unie et fraternelle, les États-Unis socialistes d'Europe. Concernant les Outre-mer, elle admet que les problèmes métropolitains y sont tous présents en pire, et ce en raison de travailleurs plus exploités qu'ailleurs. Elle souhaite donc l'avènement du communisme afin que ce dernier permette aux populations ultramarines de jouir du fruit de leur travail. Consciente que sa place au second tour apparaît compliquée, elle compte néanmoins améliorer son score de 2012, où elle avait recueilli 0,56% des suffrages.
Et passe maintenant au reste de l'actualité de ce jeudi 20 avril. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. En marge de la grève de ce jour, les organisations syndicales SIEN, UNSA, SNPI, FSU, SNES, FSU et SNUPP, FSU Mayotte ont décidé de s'entendre pour proposer une nouvelle orientation en matière de service public de l'éducation à Mayotte. Selon cette intersyndicale, dans le premier comme dans le second degré, les moyens ne sont pas suffisants pour mener une politique d'éducation prioritaire en termes d'effectifs de classe, de formation initiale et continue, de lutte contre le décrochage, de priorité à accorder aux apprentissages fondamentaux, d'aide aux élèves allophones, alors que Mayotte est classée en REP, voire en REP+. La politique de construction d'établissements ne permet pas de faire face à la montée permanente d'effectifs et les questions de rénovation à mettre en œuvre, ainsi que les normes de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, ne sont pas traitées comme il le faudrait. Les syndicats réclament donc qu'un audit du système éducatif soit réalisé par un organisme indépendant, et ce dans les plus brefs délais. L'heure du bilan a sonné pour les députés sortants. À ce titre, durant 5 ans, le collectif Regard Citoyen a compilé toutes les données disponibles sur les travaux des parlementaires. Des points ont ainsi été attribués à chaque parlementaire en fonction de 6 critères que sont la présence en commission, l'intervention en hémicycle, les amendements proposés, les rapports et les propositions de loi rédigées, ou encore les questions orales au gouvernement. En cumulant ces données, la moyenne nationale des députés français atteint 2140 points. Pour sa part, Bouanali Saïd recueille selon les calculs de Capital 1627 points, ce qui est en dessous de la moyenne. Il aura assisté à 238 commissions, mais n'aura proposé que 29 amendements et ne sera intervenu que 31 fois dans l'hémicycle. En ce qui concerne Ibrahim Aboubakar, sa moyenne générale est légèrement plus élevée avec 1834 points. Il se sera présenté en commission à 172 reprises, sera intervenu 115 fois dans l'hémicycle et aura déposé 90 amendements. En revanche, aucun des 2 députés du département n'aura fait ou rédigé une proposition de loi. Après le Polé, l'amphidrome Kariani est arrivé ce matin dans les eaux mahoraises. Le navire sera réceptionné le 26 avril prochain par le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani. Il sera officiellement mis en service le 18 mai prochain, date de la célébration des 40 ans du STM. Avec une flotte dépassant les 10 navires, le service devrait dans les tout prochains mois connaître une importante restructuration. En effet, l'idée d'une nouvelle ligne reliant Mamoudzou au port de Longoni a fait son chemin et pourrait être inaugurée dans les prochains mois. Rien n'est encore officiel, mais il apparaît évident que plusieurs navires vont désormais rester au mouillage et l'ouverture de cette nouvelle ligne pourrait permettre de désengorger les routes du chef-lieu. En attendant, le département a souhaité indiquer l'arrivée de Kariani en ces termes, je cite « Oui, l'enfant a bien grandi et il aura 40 ans le 25 avril prochain ». Et on termine avec ce raz-de-marée provoqué ce matin par l'enseigne Tati. L'établissement a en effet ouvert ses portes à 9h tapante ce matin. Il n'aura ainsi fallu que peu de temps pour que les rayons soient pris d'assaut. Nous avons ainsi souhaité, face à cet engouement, rencontrer les clients ainsi que le responsable d'exploitation de l'enseigne dans ce reportage signé Adèle Laurent. À Kaoni ce matin, une foule se pressait aux portes de l'enseigne mahoraise de Tati. En effet, l'ouverture du magasin remporte un franc succès, comme nous l'explique Christian Audou. Nous étions préparés, je dirais, donc à une telle affluence. Ceci dit, nous sommes un peu victimes de notre succès. Le magasin à 9h était déjà archi plein et pour éviter, je dirais, donc des encombrements et dans les allées et au niveau caisse, nous sommes contraints, je dirais, de faire patienter et faire rentrer les clients par vagues au fur et à mesure que les clients sortent eux-mêmes du magasin. C'est absolument ce que vous pouvez constater. Je dirais donc il est 9h25, le magasin est ouvert depuis 25 minutes et nous avons déjà plus de 1000 clients, je dirais, donc, qui déambulent dans celui-ci. Donc on est obligé donc effectivement donc de faire patienter tous ces gens sur les 2 entrées, je dirais, donc et de faire entrer par vague au fur et à mesure que des clients sortent. Et les responsables ont anticipé ce succès commercial. Les stocks sont pleins et les équipes au taquet. Même si, avec une telle foule, des complications peuvent être rencontrées. La difficulté pour nos équipes, c'est en journée avec un tel monde, c'est donc de réassortir le magasin. C'est pourquoi nous avons prévu donc de travailler très tard le soir et très tôt le matin pour permettre donc à tous les jours
d'avoir un magasin qui soit le plus présentable qui soit. Alors, l'aspect sécurité est très important pour nous, la sécurité de nos clients bien sûr, donc, et avant tout, sécurité donc, sur les files d'attente, notamment celles côté national, pour éviter tout débordement sur la chaussée et sur la circulation qui est importante, mais aussi, je dirais, donc à cette entrée côté parking, comme vous pouvez le constater, qui est déjà elle-même très encombrée. Et encombré est un mot faible. En effet, ce matin, il devenait compliqué de se mouvoir dans le magasin, tellement celui-ci était noir de monde. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'engouement était au rendez-vous. Moi, je viens d'arriver à Tati, je suis très contente ici à Mayotte, ça manquait beaucoup et j'ai trouvé de bonnes choses, oui. J'ai déjà 2 paniers qui sont remplis et là, je cherche le 3e. Je trouve que c'est très formidable, je suis émue, très très émue parce que c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément à Mayotte. Moi, j'ai des enfants en bas âge, donc là aujourd'hui, là je suis censée être au travail, hein, mais j'ai pris une petite heure pour venir acheter des petites bricoles pour les enfants, pour moi. Au niveau prix, pour l'instant, je ne regarde pas trop parce que j'étais un peu en manque par rapport à tout ça. Donc non, ça va, c'est raisonnable. Ça va, c'est raisonnable pour Mayotte. Je pense que c'est une bonne initiative de la part des responsables. Et Mayotte en a besoin quand même parce qu'il y a un donnant-donnant. Donc c'est très important. Et l'idée que j'ai apprise ce matin, que ça ne va pas s'arrêter sur Mamoudzou, en fait, à la capitale, mais que bientôt Tati va ouvrir dans les autres régions de Mayotte. Ça, c'est une bonne chose. Et ce matin, l'engouement que je vois ici, ça veut dire que les habitants de Mayotte ont une belle idée de Tati. Tati, un magasin à petit prix qui manquait cruellement à Mayotte. À voir si cet engouement continuera dans les prochaines semaines, mois ou encore années. Affaire à suivre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle édition du journal.